d'Est, oreiller d'Ouest. Cette histoire est maintenant du passé. Dans la province de Shenxi, près de la cité de Shuan, il y avait en ce temps-là un homme qui nourrissait dans son cœur une haine implacable contre le seigneur, Yang Wu-wei. Les raisons en étaient obscures et lointaines, mais Yang devait être tué. Or, celui-ci venait d'épouser une femme gracieuse et belle, dont le cœur était droit. Un matin, l'homme se glissa dans la maison de Yang Yu-wei qui était absent. Alors, il se saisit du père de l'épouse, le lia, lui mit un couteau sur la gorge et dit « Première épouse, indique-moi où est ton mari, sinon je coupe le cou du vieil homme à l'instant. » « Je te le dirai, fit la noble épouse, qui avait gardé son sang-froid. Laisse aller mon père, reviens cette nuit, entre dans la chambre nuptiale. Je dors sur l'oreiller de l'ouest, mon époux sur l'oreiller de l'est. Tu pourras le tuer aisément. » L'ennemi lâcha le vieil homme et s'en alla. Pendant la journée, Pao Tai vaqua à ses occupations habituelles. Elle était peut-être un peu plus grave et pensive, mais toujours calme et sereine, comme à l'ordinaire. Elle rencontra la jeune Chu, une concubine qu'elle aimait d'amitié. Toutes deux se tinrent par les manches et parlèrent longtemps en chuchotant. Quand l'époux rentra, Pao Tai ne l'informa pas de la visite de son ennemi. Yang revenait d'un voyage, il avait passé une journée harassante. Il se mit au lit assez tôt et posa sa tête sur l'oreiller de l'Est. Au premier quart de la nuit, Pao Tai se leva. « Que fais-tu » interrogea Yang. « C'est pour le petit motif, » répondit modestement Pao Tai. Quand elle revint, elle dit « Mon cher seigneur, je suis un peu indisposée. Consentez-vous à changer de place avec moi? Je dormirai sur l'oreiller de l'Est, ainsi je vous importunerai pas si je dois me lever à nouveau. » Yang, qui dormait à moitié, accepta dans un grognement. Peu avant l'aube, la nuit était profonde encore. L'ennemi pénétra dans la maison. Il tenait à la main son grand sabre de guerre. Il alla droit à la chambre des époux, et d'un seul éclair de la lame, il trancha la tête posée sur l'oreiller de l'Est. À ce moment, il se pencha pour contempler de près Yang enfin mort, mais il vit la face blême de Pao Tai et ses longs cheveux défaits. Il comprit que la femme avait changé de place avec son mari, et son âme connut le remords et la pitié. Alors, la haine qui lui brûlait le cœur depuis tant d'années le quitta. Il fit le serment de mettre un terme à la longue vindicte qui déchirait les deux familles, et Yang lui devint comme quelqu'un de même os et de même chair. Ainsi, il y eut une épouse qui, sans hésitation ni forfaiterie, ni parole inutile, offrit sa vie pour son mari, et dans le même élan subrocha l'amour à la haine, la paix au combat. Mais cette sorte de femme est très rare. Ainsi elle est connue et honorée dans toute la Chine, et peut-être au-delà. Ainsi a-t-il été rapporté des choses du passé. La jeune fille taupe. On est injuste avec la taupe. Il est exact qu'elle y voit peu, mais sa vision est fort bien adaptée à son milieu souterrain. Son poil gris, lustré, distingué, est un parangon d'élégance. Et que dire de ses petites pattes en forme de pelle qui joignent l'utile à l'agréable? Bref, dans cette histoire, il sera question d'une demoiselle taupe, merveille, délice, miracle de la jante taupine. Ses parents, justement fiers de leur progéniture, de situation aisée, ils possédaient en nue propriété plusieurs dédales de couloirs fort bien situés, songeaient à marier leur unique enfant à un personnage de qualité. Qui choisir? Sur le conseil d'un vieux monsieur taupin qui avait beaucoup voyagé au temps de sa jeunesse, ils pensèrent d'abord au soleil. Celui-ci, quoique mal connu chez les taupes, était apprécié par certains cousins de surface qui en disaient grand bien. Mais on ne pouvait s'engager à la légère, l'avenir de leur fille bien-aimée était en jeu. Aussi, les parents s'adressèrent-ils à un enquêteur patenté afin d'obtenir de plus amples informations sur le personnage. Après plusieurs semaines de recherche, le détective fit son rapport. « C'est assurément quelqu'un de très brillant. »« Ah » firent les parents impressionnés. « Mais un détail m'inquiète, » ajouta le détective. « Un nuage suffit à le ternir, à l'occulter et même à le faire disparaître. »
nuages sont plus puissants que le soleil, s'écrièrent les parents. Nous voulons pour gendre un nuage. Allez et découvrez un nuage de haut rang pour notre cher enfant. L'enquêteur repartit, fit la tournée des nuées. Il chercha longtemps, examina de près Cirrus, Cumulus, Stratus et Nimbus. Enfin, il repéra un jeune homme nuage, bel et bien fait, tout vêtu de blanc avec une frange de gris, très élégant. Il s'apprêtait à lui communiquer la flatteuse proposition des parents de la jeune fille, quand survint un brusque coup de vent qui coupa en deux l'élégant, le dispersa, l'émietta, le réduisit à néant. Il revint découragé à la taupinière. Bien, admirent les parents, nous nous sommes laissés égarer par les apparences. Le vent est donc le gendre qu'il nous faut absolument. Le vent, mais quel vent? Le mistral, le sirocco, le vent d'Autan, l'harmattan, le chinook, le zéphyr, le cherkid au plateau d'Algérie, le bora qui souffle sur les îles Heureuses, le vent d'ouest porteur de pluie, le suroît, le faune, la tramontane ou l'aiguillon. Le détective en attrapait le tournis quand il remarqua un vent d'est, jeune et affûté, qui s'acharnait avec une belle vigueur contre un mur de pierre. Il s'approcha intéressé, le vent soufflait à perdre son haleine, et il soufflait, et il soufflait. Tu peux toujours déchiner, disait le mur goguenard, tu ne m'ébranleras pas, je suis plus fort que toi. Incroyable, pensa l'enquêteur, ce mur de terre résiste, et le vent s'épuise en vain contre lui. Je vais devoir réviser mon jugement, ce n'est pas le vent le plus puissant. Inutile que je fasse le voyage jusqu'à la taupinière, je sais bien ce que me diront les parents. Entamer des négociations avec ce mur inébranlable, qui se moque du soleil, des nuages et du vent. Les pourparlers commencèrent. Ils étaient en bonne voie quand le détective s'aperçut que son interlocuteur s'effritait sous ses yeux. Il s'éboulait par pans entiers, se délitait, se crevassait, enfin s'écroulait, miné de l'intérieur par une monstrueuse mégapole taupine. Que croyez-vous qu'il arriva? C'est un jeune homme taupe que la jeune fille taupe épousa. Le prince Touti et les dragons. Le prince Touti manifesta dès son plus jeune âge une passion immodérée pour les dragons. Il n'aimait que les jouets et les images qui les représentaient. Ses parents indulgents tapissèrent sa chambre de tous les dragons imaginables, des jaunes, des rouges, des blancs. Il ne s'en lassait jamais, et son plus cher confident était un dragon d'étoffe à la gueule faussement menaçante, qui ne quittait jamais ses bras, ni son cœur. Devenu adulte et maître de ses biens à la mort de ses parents, il consacra toute sa fortune à s'entourer de dragons. Il fit venir dans sa demeure les peintres les plus réputés et leur ordonna de décorer selon ses vœux les planchers, les cloisons, les murs, les plafonds. Partout où je poserai les yeux, leur dit-il, je ne veux voir que des dragons. Ainsi fut fait, mais Touti n'était pas encore satisfait. Il fit appeler les sculpteurs qui avaient ciselé les 2 dragons d'or qui ornent le palais de l'empereur. Je veux une réplique de ces 2 dragons, leur dit-il. Ensuite, vous sculpterez en forme de dragon toutes les colonnes, tous les piliers de ma maison. Peu importe le temps ou l'argent, mais que votre œuvre soit criante de vérité. Les artistes, les ouvriers, leurs aides, tous se mirent à la tâche. Nul ne vit jamais dans une habitation semblable foisonnement de dragons. Il y en avait dans les recoins, sur les plus petites aspérités, et ils étaient si exacts qu'on les croyait sur le point de parler. Mais le prince Touti n'était pas encore comblé. Il appela auprès de lui le plus grand tisserand du royaume. Il lui commanda 7 tentures de soie, 9 tapis de laine représentant des dragons de toutes les couleurs, des jaunes, des rouges, des noirs, des blancs et même des bleus si rares. Le travail fut exécuté. Touti aurait dû être satisfait, mais il se lamentait encore en secret. Ah, soupirait-il, que ne donnerais-je pour contempler le visage d'un vrai dragon? Or, le grand dragon qui habite les sombres forêts du nord de la Chine voyageait dans la province. Il entendit la plainte de Touti. Voilà un prince, songea-t-il, qui aime vraiment les dragons. Il s'est entouré de toutes les effigies concevables. Il voue à notre espèce un véritable culte.
allongé sur des coussins peuplés de gentils dragons jaunes, rouges et blancs, rêvait. Il admirait le beau dragon bleu qui ornait le plafond, quand son regard tomba par hasard sur une vision de cauchemar. Une face ignoble se montrait à la fenêtre, deux crocs dans une bouche édentée qui se tordait en une immense grimace. Comble de l'horreur, le monstre lui souriait. Le prince Touti, voyant un vrai dragon, s'enfuit épouvanté. Le moine et le pain parasol. Le moine du nom de Dory était surnommé par les habitants du lieu Maître Nid d'Oiseau. Un célèbre poète décida de lui rendre visite. Quand il arriva au pied de l'arbre, le moine pratiquait le zazen, la posture d'éveil. Les jambes repliées en lotus, le dos droit, les yeux à demi fermés, le regard posé 2 mètres environ devant lui, les mains dans le giron, paume en haut, la main gauche sur la main droite, les pouces formant un dôme et se touchant légèrement. La respiration égale, régulière, paisible, les lèvres jointes sans être serrées, la langue posée contre la voûte du palais, l'attention fixée sur le hara, ce point situé 4 centimètres environ au-dessous du nombril. L'esprit enfin pénétré de silence, le silence zen qui n'est pas simple absence de bruit, mais qui permet d'appréhender l'essentiel, rend proche et familière la vie et la mort, mêle notre petite existence à la vie universelle, ouvrant-nous la porte secrète et le chemin d'absolu. Le poète, engagé dans le monde, plein d'espoir, de désir, de peur, de bruit, de fièvre, de gloriole, interpella le maître zen. Faites attention, dit-il, vous pourriez tomber de cet arbre, votre posture est dangereuse. Le silence seul lui répondit. Il allait se retirer, un peu dépité, quand le saint moine prononça ces paroles. Mon ami, vous êtes un poète, vous vivez dans l'émotion, la passion. Votre esprit est sans cesse en mouvement. Je le sens anxieux, tourmenté. C'est vous qui êtes en grand danger. Alors, parce que le zen se transmet d'esprit à esprit, d'être en être, le poète connut la servitude et la prison de son ego. Il eut le vif désir de se libérer. Maître, que dois-je faire demanda-t-il avec humilité. Pratiquez le bien, cherchez votre visage originel, dit le maître. Et sur ces mots, il rentra dans son silence. Ainsi a-t-il été rapporté. Le tambour magique. Il était une fois un jeune garçon nommé Gengoro. C'était un va-nu-pied, un galvaudeux, un vagabond qui traînait par les chemins ses haillons et qui n'avait ni père, ni mère, ni maison. Un matin d'été, il se réveilla au bord d'une rivière et il découvrit dans un fourré un petit tambour magique abandonné par quelques dieux des eaux. Tout joyeux de l'aubaine, il le prit, l'attacha à sa ceinture et voulut aussitôt vérifier ses pouvoirs. Mon nez grandit, grandit, dit-il en tapant sur le tambour, et son nez grandit, grandit, et plus il frappait sur le tambour, et plus son nez s'allongeait. Son appendice traversa bientôt la rivière et, à son grand amusement, pointa au-dessus de la cime des arbres, de l'autre côté de l'eau. Mon nez rétrécit, dit-il alors en tapant sur son tambour, et son nez retrouva sa taille normale. C'était un jeu très distrayant, et Gengoro, qui avait l'esprit farceur, l'eut bien prolongé. Mais en cheminant, il réfléchissait. Utiliser à bon escient ce tambour magique pouvait lui procurer gloire et fortune. Or, il passait à ce moment devant la demeure d'un grand seigneur qui avait, disait-on, une fille belle comme le jour en âge de se marier. Gengoro, son tambour magique attaché à la ceinture, rôda aux alentours. Enfin, il découvrit un trou dans une haie de clôture. Il s'y glissa et, après avoir traversé plusieurs cours, il se retrouva dans le gynécée. Là, une très belle jeune fille, comme il n'en existe que dans les rêves, était assise au bord d'un bassin et contemplait dans l'eau une fleur de lotus. Gengoro s'approcha et il murmura en frappant sur son tambour magique. Nez de jeune fille, rétrécis,
malheureux père, comment allons-nous marier notre enfant? Qui voudra de monstre? Il faut absolument trouver un médecin qui lui rende son nez et sa beauté en vue. Alors défilèrent dans la noble demeure les médecins les plus célèbres de tout le pays, mais aussi les guérisseurs, les mages et même les charlatans. On ne refusait personne tant l'on espérait un miracle. C'est à ce moment que Gengoro se présenta. Les serviteurs faillirent le chasser tellement il avait piètre allure, mais ils obéirent aux consignes et il fut introduit à son tour dans la chambre de la jeune fille. Celle-ci se cachait derrière un paravent. Gengoro s'installa et dit à voix haute, en frappant discrètement sur son tambour magique. Nez de jeune fille, grandis, grandis. Oh miracle! Au fur et à mesure qu'il parlait et frappait sur son tambour, le nez apparaissait, se dégageait, retrouvait sa taille habituelle. Le grand seigneur, fou de joie, combla Gengoro de cadeaux. Un magnifique banquet fut donné en son honneur. Il reçut un habit neuf, un équipage complet, un palanquin et des serviteurs. On lui offrit même une maison et les terres attenantes. Gengoro mena quelque temps une existence de plaisir, et s'il eût voulu, sa fortune était faite. Mais bientôt il s'ennuya. Un matin, après avoir remercié le grand seigneur de ses bienfaits, il reprit la route, préférant à la richesse et aux